Pour partir sur la partie analyse technique, je vais aller assez vite, hein, parce qu'il n'y a pas eu de grosses nouveautés depuis la dernière fois que je vous l'avais faite, les gars, hein. Là, regardez, en termes de dominance sur le Bitcoin, bon, bah, ça se rapproche de la cible que je vous ai donnée depuis un certain temps maintenant, hein, les 66. On voit que ça augmente, d'accord. Je ne vois pas pourquoi on aurait topé à ce niveau-là. Pour moi, ça va continuer. Il n'y a pas de raison qu'on ne repasse pas à ce niveau-là de retracement de Fibo, les 66. Le Bitcoin reste encore très, très fort. On l'a vu sur les inflows, sur les ETF et sur tous les autres éléments qu'on vous a déjà présentés sur les autres lives sur cette chaîne YouTube. Donc pour moi, le scénario le plus probable, c'est que ça continue d'augmenter. Par contre, entre-temps, évidemment, on peut avoir des soubresauts en prix en dollars, donc sur le Bitcoin, sur l'Ether, etc. Et d'un point de vue technique, il y a plusieurs choses que je voulais vous présenter. Hop, petit bug. Je vais recharger. Tu vois mon écran, Mick, toujours, hein? Ouais, c'est toujours tout bon. Ouais. C'est un petit souci. Le site, le TradingView a un peu de mal à charger, mais on est bon. Nickel. Donc là, si vous vous mettez donc le prix du Bitcoin en weekly assez vite, hein, et puis que vous donc face au dollar, d'accord. Il y a un indicateur qui est vraiment pas mal à regarder en bull run, notamment pour les phases paraboliques ou en tout cas d'augmentation sur le marché. C'est la moyenne mobile 200. Donc là, je l'ai mis à 52 semaines parce que je suis en weekly, ok. Et on voit que en bull run, en général, c'est une zone de support super pertinente. Vous pouvez vous amuser à regarder sur les cycles précédents. Ça marche en général très très bien. Et là, tout de suite, on est venu, si je zoome un tout petit peu, on a une bougie qui est venue la tester et qui ensuite a été ravalée. Et là, on repart à la hausse. Donc pour l'instant, il n'y a aucun signe d'arrivée de bear market sur le BTC. En tout cas, il n'y a pas de signe avant-coureur par rapport à ça. Et on voit également que là, il y avait une droite de tendance que j'avais tracée. Alors on peut s'amuser, c'est déjà aussi j'aime bien sur l'analyse technique, c'est que quand il y a un scénario qui marche pas, vous pouvez vous amuser à retracer 50 graphiques différents pour tomber sur ce que vous voulez. Bon là, je me suis amusé, j'ai tracé une petite droite de tendance qui est pile à l'endroit où il y a eu le croisement entre la moyenne mobile et puis cette zone de support. Ça rebondit dessus, donc on va voir si ça va être pertinent ou non. Mais en tout cas, on est quand même sur un graphique aujourd'hui, là sur la partie BTC, qui est quand même plutôt pas mal, hein. Regardez, hein. On est toujours sur un graphique qui est extraordinaire. Et si vous regardez sur ce cycle, on est quand même sur un truc qui est vraiment super. Tout le monde crie au bear market quand le Bitcoin perd. Là, c'était combien? Il avait perdu combien? Ouais, 30%, alors que c'est quelque chose d'usuel quoi sur la crypto. Le seul problème et le seul souci, c'est les alts. Encore, c'est pas le BTC, parce qu'il y en a beaucoup qui vont dire ouais, mais le Bitcoin c'est cool. C'est les alts. Et là, les alts, en effet, ils ont pris une dérouillée, mais une dérouillée de l'extrême. Sur l'Ether, si on regarde un peu, on est dans un range. Alors le range qui est quand même très grand, hein, entre les le plus bas de ce cycle, on va dire 1300 jusqu'à les 4000 balles en fait, hein. On n'a fait que ranger par rapport à ça. On a des petites perfs par-ci par-là, mais globalement, on reste quand même sur un actif qui a très peu performé par rapport à tout le reste, y compris sur d'autres layer one comme Solana et tant d'autres. Tout simplement parce qu'on est aujourd'hui dans un niveau et dans un profil de marché qui n'est pas optimal pour les actifs à risque, notamment au niveau du quantitative tightening. Quand on a eu un arrêt du quantitative tightening sur 2019, il y a eu une petite baisse encore par rapport en valorisation en dollars, mais on avait atteint un bottom sur la paire Alt Bitcoin, y compris sur la paire ETH Bitcoin. Et ensuite, on est parti en bull run. Là, normalement, on a eu des assouplissements sur les liquidités, mais on n'est toujours pas en fin de quantitative tightening. Si je vous mets la paire Ether BTC pour étayer un peu plus mon propos pour les nouveaux, là, je vais vous mettre cette partie-là. On voit que donc ça correspond en fait à la fin du quantitative tightening ici, hein. On voit qu'on a atteint du coup un bottom sur la paire Ethereum Bitcoin, c'est la même chose sur la paire Alt BTC. Et c'est à partir de ce moment-là, quand on avait atteint un bottom ici, avec le quantitative tightening, qu'on a pu repartir en bull run et que le bottom sur les alts était définitivement arrivé, était définitivement là. C'est pour ça que je vous dis qu'il faut toujours rester assez vigilant, et quand vous avez des soubresauts, des évolutions comme ça sur les alts, attention de ne pas vous dire c'est bon, on repart tout de suite en bull run. Vous pouvez avoir des soubresauts, mais pour l'instant, tant que d'un point de vue macro, déjà, ça s'éclaircit pas mieux et qu'on reste toujours sur ces mêmes types de politiques monétaires, ça semble quand même assez compliqué. D'ailleurs aussi, on en parle beaucoup de l'évolution de la M2. Pourquoi tout le monde en ce moment est très content sur la partie M2. Je vais me mettre en daily. Hop. Et je vais ouvrir la offset. Voilà. Parce qu'en fait, alors on peut s'amuser à le faire rentrer un peu comme on le souhaite. Mais globalement, voilà, vous avez
un schéma avec une M2 qui suit quand même pas mal le cours du BTC et surtout en avance quand vous changez l'organisation et la représentation de cette M2. En fait, il y a différents offsets que vous pouvez utiliser. Et là, pourquoi tout le monde, du coup, est plutôt content? Parce qu'en fait, voilà, la M2, elle avait quand même prédit cette augmentation depuis quand même un certain temps. Et pour l'instant, on voit que ça continue d'augmenter. Pas forcément par rapport à la M2 qu'on a aux États-Unis, parce que ça, c'est une chose, ce qu'on a au niveau de la Réserve fédérale américaine, mais il y a aussi un peu ce qui se passe dans le monde entier. Là, ce que j'ai présenté là, la M2, c'est la M2 dans le monde, d'accord? En Chine, ils ont déjà commencé à imprimer, en Europe aussi, au Japon aussi. Enfin, voilà, il y a pas mal de pays qui ont déjà commencé à imprimer énormément d'argent et du coup, ça se répercute sur l'augmentation de la M2. Il y a plein de critiques sur la M2, d'accord. Il y a plein c'est pas un modèle qui est parfait, mais néanmoins, force est de constater que jusqu'à présent, on a quand même suivi pas mal le truc et que là, on va le voir. Mais en tout cas, cette augmentation, peut-être qu'on va retourner un petit peu plus bas et qu'ensuite on va repartir à la hausse, on verra. En tout cas, pour l'instant, ça a quand même pas mal suivi le truc. Et on comprend pourquoi, évidemment, parce que quand on a une augmentation des nouvelles liquidités, évidemment, cet argent-là, il faut qu'il aille se parquer quelque part. Pas obligatoire que ça se parque forcément dans la partie crypto, mais voilà, aujourd'hui, force est de constater que ça en récupère aussi une partie. Si je vous avance sur la partie alt par rapport au BTC, je ne vais pas me mettre en daily, je vais plutôt me mettre en weekly. Hop. Je vous montre quand même le graphique. Donc là, c'est les alts par rapport à Bitcoin. Pourquoi je vous dis qu'il ne faut pas non plus s'emballer immédiatement et commencer à dire tout de suite le bull run, il est là, il est là, il est là. Parce qu'à chaque fois qu'il y a eu des soubresauts, regardez, on en a eu là, on en a eu là, on en a eu là. À chaque fois, on a fait des points bas de plus en plus bas. Aujourd'hui, on est clairement dans un canal baissier, sur les alts par rapport au BTC. Le BTC reste encore extrêmement fort. Et pour moi, tant qu'on ne change pas de politique monétaire, en fait, tant qu'on est toujours en quantitative tightening, il n'y a pas de raison de penser que ce sera différent. On reste toujours sur une structure haussière, en fait, depuis 2019, avec des points bas de plus en plus hauts. Mais il ne faudrait pas casser cette structure-là. C'est pour ça que je vous ai tracé différents niveaux et de voir où est-ce qu'on va, où est-ce qu'on pourrait potentiellement descendre sur la partie alt par rapport à BTC. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signe avant-coureur et immédiat de dire tout de suite on repart sur une tendance haussière et tout. Et c'est pour ça aussi qu'il faut arriver à prendre son mal en patience et pas de vous dire, parce que le scénario là, c'est de dire ok, il y a aussi un potentiel que ça continue de baisser. Donc je vais pas acheter tout de suite parce que ça risque de baisser. Et oui, c'est tout à fait possible. Par contre, c'est tout à fait possible qu'on ait un white swan, donc un signe blanc, ou un bottom qui arriverait peut-être de manière plus tôt, baisse de taux plutôt que prévu, une bonne nouvelle, quelque chose en fait qui change globalement le sentiment de marché et qu'on ait atteint un bottom beaucoup plus tôt et que rapidement ça remonte. Si vous êtes en fait sous-exposé sur la crypto, aujourd'hui, on est quand même sur des niveaux de prix qui sont super intéressants. Enfin, moi je trouve. Après, est-ce que ça veut dire que ça ne peut pas descendre plus bas? C'est faux. Ça peut évidemment bien descendre plus bas. Mais est-ce que vous devez attendre ce potentiel plus bas pour recharger? Sachant que, en fait, là, si ça repart à la hausse, c'est des centaines et des centaines de pourcentages à la hausse et de surperformance par rapport au BTC qui vous attend. Sachant que si ça baisse, c'est du quoi? C'est du 20-30%. Donc en fait, c'est toujours le rapport risque-rendement. Là, vous acceptez une volatilité de 30% pour obtenir peut-être du 300, 400, 500% à la hausse par rapport à du BTC. C'est énorme, d'accord? Donc les 30% à la baisse que vous attendez potentiellement, ça peut vous coûter très très cher, surtout si vous attendez tout un tas de confirmations. Parce que tous les indicateurs techniques aujourd'hui ont du retard. Et à chaque fois que vous avez des confirmations, le prix a quand même énormément évolué par la suite. Un autre indicateur. C'est ce que disait justement Gros Port, qui disait une pensée à celui dans le chat qui attendait le BTC à 53K pour l'acheter. Voilà c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. Autre graphique que vous pouvez regarder, c'est le Total 3 par rapport à. Enfin, le Total 3, donc c'est. Le marché crypto, on exclut le Bitcoin, l'Ether, et là on va exclure l'USDC, l'USDT par rapport au BTC, et on voit que on est clairement sur un graphique dégueulasse. D'accord, ça revient à ce que je vous ai montré tout à l'heure par rapport aux alt par rapport au BTC. On est clairement sur un graphique dégueulasse. Et regardez jusqu'où on est descendu en décembre 2020, janvier 2021, où on a atteint le bottom en fait sur les alt par rapport au BTC. On est descendu très très bas. C'est pour ça que je vous dis que déjà, c'est même pas forcément une garantie qu'on s'arrête là. On peut très bien aller encore bien plus bas. Il n'y a pas un nombre magique qui dit c'est bon, on va s'arrêter ici. Mais là, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de zone de support ni de
de socle solide pour s'arrêter ici, hein, surtout dans les politiques monétaires comme aujourd'hui. Donc tout à fait possible que ça continue. J'ai tracé une zone de support ici pour vous montrer peut-être certains niveaux que vous pourriez suivre. Mais attention de ne pas vous exciter sur le court terme en vous disant c'est bon, on est reparti à la hausse et tout. Possible, mais également aussi possible que ce ne soit pas le cas. Et autre indicateur aussi que vous pouvez regarder, c'est la dominance du Bitcoin par rapport à l'USDT. Enfin, la dominance du Bitcoin plus la dominance de l'USDT plus la dominance de l'USDC, qui est quand même très synonyme de la non-volonté des investisseurs à prendre des risques. Quand vous avez cette dominance-là qui augmente, c'est qu'on est globalement sur des investisseurs qui n'ont pas envie d'aller sur des alts, etc. etc. Ça ne veut pas dire que les particuliers n'ont pas envie, mais en tout cas, on le voit d'ailleurs sur les performances de l'Ether. Hein. C'est très synonyme aussi de ce qu'on voit là. Et donc pour l'instant, on le voit depuis le début, une augmentation monumentale, une dominance qui n'arrête pas d'augmenter. Et c'est pas du tout dit qu'on ait atteint un top. Comme ce que je vous ai dit ici sur la dominance du BTC, où pour moi, on va aller chercher les 66 et après on verra ce que fera le marché. Hein. Est-ce qu'il va consolider, est-ce qu'il va remonter et pourquoi pas aller chercher les 73? C'est tout à fait possible. Et évidemment, plus on augmente comme ça, plus les alts se font dérouiller. Hein. C'est ça la vérité. Hein. Ça fait pas rigoler, mais la bonne nouvelle, c'est que en général, quand on atteint un plus haut, alors sur le cycle précédent, c'était sur ces niveaux-là. Quand on atteint un plus haut, on verra si ce sera celui-ci sur ce cycle. Et quand ça se renverse, quand on commence à changer la politique monétaire, quand on commence à avoir la dominance du Bitcoin qui baisse, etc., là, on passe directement sur la alt season avec performance de l'Ether, du top 10, des alts, etc. Et là, en général, ça fait plus plaisir. Mais là où, en fait, la mort des alts était hyper rapide et soudaine, enfin, en tout cas beaucoup plus rapide et soudaine sur les cycles précédents parce que c'était très lié au cycle des liquidités, bah là, sur ce cycle, en fait, les liquidités n'ont pas été du tout la même. La politique de taux n'a pas été du tout la même non plus, ce qui fait qu'en fait, on a eu une mort lente et douloureuse des alts. Et là où, en fait, on pouvait s'espérer sur les cycles de 4 ans à avoir une fameuse alt season sur début 2025, parce que c'était ce qu'on avait connu par le passé, bah en fait, on se rend compte que le Bitcoin et le marché crypto suit bien plus la macro et les cycles des liquidités que ce qu'on retrouve en fait sur les cycles fameux de 4 ans avec les épisodes de halving en fait. Justement, Wisp qui dit plus 10% sur l'Ether quand même aujourd'hui, mais en fait, il faut comprendre qu'il y a 3 scénarios qui sont possibles. Quand on parle de la dominance et de l'augmentation de la dominance du BTC, et même là du graphique que Thibaut est en train de montrer, la première, c'est que le BTC augmente et que les alts n'augmentent pas. Ça, c'est une possibilité. Ensuite, ça peut être que les deux augmentent, mais le BTC augmente plus que les alts. Et si on regarde sur aujourd'hui, le BTC, il augmente légèrement plus que l'Ether. Et si on regarde sur une courbe beaucoup plus longue, bah, le BTC a plus augmenté sur les 3 dernières années que l'Ether en termes de pricing. Et après, ça peut être un BTC qui va stagner et les altcoins qui vont dévisser. Et ces 3 scénarios entraînent une augmentation en fait, de la dominance du BTC. Ça ne veut pas dire qu'il y a uniquement le Bitcoin qui augmente. Vous voyez, il y a 3 possibilités en fait, qui arrivent à là. Jordan qui dit un top du BTC à 108K pour ce cycle, c'est une perte catastrophique. Si tu prends en compte le dernier top à 69K, c'est une perspective qui laisse penser qu'on va plus haut. Ce n'est pas forcément catastrophique au premier sens du terme. On a déjà dépassé le précédent sommet. Et quand on regarde de cycle en cycle, les performances s'amenuisent. Et trouver encore un marché où vous avez le leader de ce marché-là, qui fait quasiment, on est à moins d'un fois 2, mais qui fait de telles performances. C'est extrêmement rare. Donc, ce n'est pas non plus quelque chose de catastrophique. Oui, on pense que ça va aller plus haut. D'un point de vue, si on regarde d'un point de vue macro, il y a quand même de fortes probabilités. Mais on pourrait très bien partir en bear market. C'est aussi une possibilité qu'il ne faut pas s'enlever. Et du coup, qu'est-ce que vous faites dans ces moments-là? Et n'attendez pas à chaque fois que parce que le BTC, il a fait, alors j'ai plus les multiples en tête sur les derniers cycles, mais qu'il a fait par exemple un x10, après un x5, et que là, il doit faire encore un minimum un x3. Ce n'est pas une règle, ce n'est pas obligatoire. Et plus le marché va mûrir, plus les liquidités vont être importantes au niveau du marché, plus il va y avoir besoin de liquidités pour faire bouger le BTC. Et faire bouger un BTC de 100 $ à 2500 $ ou de 100 000 $ à 500 000 $, ce n'est pas les mêmes injections de capitaux non plus. Hein. Donc, il va falloir que vous compreniez que plus le temps va passer, moins les multiples vont être importants sur la partie BTC parce que le marché va se stabiliser. Et c'est normal. Donc, dire que 108K sur le BTC, c'est une perf qui est catastrophique, non, ça ne l'est pas. Ça l'est peut-être pour toi qui pensais qu'il allait monter peut-être à 500K.
Et si tu penses qu'il allait monter à 500K, c'est peut-être que tu es rentré trop tard, ou que tu n'es pas assez rentré en DCA, ou que tu as des attentes qui ne sont pas forcément corrélées au marché des cryptos. Tu vois, il y a tous ces aspects-là qu'il faut prendre en compte en fait. Et nous, encore une fois, hein, on pense que ça va aller plus haut, d'accord? On fait partie des gens et des rares personnes qui pensent que le top n'a pas été atteint et qu'on va repartir en augmentation, qu'il va y avoir une alt season, etc. Ça change pas. Mais remettre en perspective le truc, c'est-à-dire des performances catastrophiques sur le BTC, entre les 16 000 jusqu'à 108 000 en 800 jours, c'est extraordinaire en performance. Hein. D'accord, les gars? Hein, on parle de performance catastrophique, mais il faut quand même remettre ça dans le contexte quand même. C'est pas du tout catastrophique, simplement, en fait, c'est catastrophique et c'est ainsi qui est éclaté au sol par rapport à ceux qui n'ont pas de BTC en portefeuille. Parce qu'en fait, aujourd'hui, la réalité, c'est que le BTC a bien performé, a surperformé même les alts pour le moment, c'est important. Et ça ne veut pas dire que ça sera encore le cas par la suite, surtout en alt season, mais que si vous étiez exposé en fait à tout, sauf le BTC, bah en fait ouais, vous êtes fait dérouiller sur tout le cycle pour l'instant. Hein. C'est ça la réalité. À part si vous avez acheté du sol quand c'était relativement tôt, etc. Mais je veux dire, la plupart en fait des alts ont sous-performé du BTC. Vous avez pris plus de risques pour moins de rendement pour l'instant. Mais faire du x6, x7, c'est énorme. x6, x7 en 2 ans, 3 ans, c'est extraordinaire. Hein. D'accord hein. C'est extraordinaire. Est-ce que tu as le graphique du BTC vs le SP500, s'il te plaît? Là, non, je ne l'ai pas forcément. Pas. Ok. Attends. C'était pour avoir des chiffres vraiment appuyés. Mais tu vois ce que disait Jordan qui répond en commentaire, qui dit exact, Mike, si tu prends plus 50% sur 4 ans, concernant mon comparatif sur le top du BTC, tu finis par plus être intéressant en comparaison du SP500. Et il faudrait prendre la courbe. Et c'est pour ça que si on trouve pendant le live, je te sortirai la courbe. Mais ça n'empêche que tu restes quand même tu as plus de performance sur le BTC que sur le SP500, même sur 4 ans, en prenant les deux sommets qui sont à 69 000 et 108 000. Bah, en fait, de toute façon, depuis la création, le BTC surperforme toutes les classes d'actifs. Tout devient moins cher quand tu le prends le Bitcoin standard, en fait. Hein. Quand tu adoptes, comme disait Safe Dynamus dans son livre, hein, quand tu adoptes le Bitcoin standard, en fait, tout devient moins cher. Tu as l'inflation qui augmente, tout ce que tu veux, mais en fait, le Bitcoin surperforme toutes les classes d'actifs confondues. Peut-être pas forcément que sur le court terme, mais en tout cas, sur le long terme, depuis sa création, il surperforme l'or, il surperforme l'argent, il surperforme le S&P 500, il surperforme l'immobilier, il surperforme le private equity, le business en ligne, ce que vous voulez, il performe tout. Donc, si vous chartez en fait le Bitcoin par rapport à un autre actif, vous vous rendrez compte qu'en fait tout devient moins cher par rapport au BTC. Tous ceux qui s'amusent aussi aujourd'hui à présenter, par exemple, le cours de l'or, et l'or, c'est ça, hein, le graphique de l'or en ce moment, il est quand même extraordinaire. Hein. Si vous regardez le graphique long terme. J'allais dire, sinon j'ai trouvé le graphique du Bitcoin vs SP500, mais je le montrerai juste après. Pour en finir, ce que je disais, c'est qu'en fait là, en ce moment, on est clairement sur une parabole sur le cours de l'or. Là, tout le monde est en train de se ruer hein, pour acheter de l'or en ce moment. Là. Tous les particuliers sont en train de se ruer là-dessus. Regardez les cycles, la durée qu'il faut pour récupérer un ATH. Une fois qu'on en a atteint un, évidemment, sur l'or, ça peut être très long. Hein. Là, sur l'or, sur cette période, l'ATH, on l'avait atteint en 2011. Ceux qui disent que c'est long quand même le marché crypto, regardez ce qui se passe à côté. Hein. Là, il a fallu 3276 jours pour récupérer un ATH sur l'or. Donc, presque 10 ans quand même. C'est quand même assez fou. Et là, entre le top qu'on avait atteint sur les années 80, ça c'est quand même assez fou aussi, dans les années 80, pour redépasser l'ATH, il a fallu 20 ans. Hein. D'accord? Plus de 20 ans. 27 ans. 27 ans là pour redépasser l'ATH. Donc si vous aviez acheté en fait dans des périodes de parabole comme ça, et surtout dans des périodes en fait où il y a une peur, il y a une anxiété, il y a des incertitudes, c'est généralement là où les actifs comme l'or performent très bien. Si vous profitez des périodes, et surtout quand on est au pic de cette anxiété et tout, d'acheter sur ces moments comme ça, bah, vous risquez de subir en fait ce genre de conformation graphique. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas encore augmenter, hein, encore, mais il y a un moment donné, ça va corriger. Et quand vous êtes sur des actifs comme l'or qui performent extrêmement bien, comme ce qu'on voit aujourd'hui, ça dénote un certain sentiment de marché et en général, ce n'est pas forcément propice à la partie crypto et surtout la partie alt. Vous remarquerez qu'il y a une corrélation quand même super importante entre la non-performance de l'or, comme par exemple là, hein, regardez, hein, 2020, l'or a latéralisé, voire même a pas mal baissé sur certaines périodes. Quand il n'y a pas eu des belles perfs sur l'or, les alts et la crypto de manière générale a très bien performé.
À l'inverse, quand on est sur des paraboles, en fait, sur la partie or, ça renseigne le niveau mental, psychologique des investisseurs et qui n'est pas forcément en vogue pour la partie actif à risque. Et on le voit, hein, je vous avais présenté un graphique que je trouve quand même extraordinaire. Je n'ai pas vu grand monde qui le présentait, celui-ci, et je terminerai sur ça. Quand on a des périodes en fait de peur, de capitulation, etc., vous pouvez regarder ça par rapport à la volatilité, qui est un indice qui s'appelle le VIX, d'accord. Et si vous chartez le BTC par rapport au VIX, vous avez des points d'entrée qui sont géniaux depuis quand même 2015. C'est-à-dire que là, 2020, mars 2020, c'est le Covid. Là, il y avait eu un ban, je crois que c'était en Chine ou avec un hack aussi qu'on avait eu sur une plateforme. En fait, on avait une très forte volatilité et donc beaucoup ont vendu leur BTC à perte sur des périodes. Et là, c'est les tarifs de Trump en fait. Et là, depuis, on est remonté. Ça ne veut pas dire que en euros, en dollars, ni même exprimé en BTC, ça veut dire que vous allez surperformer. Mais en tout cas, quand vous achetez sur des points ici, c'est que vous achetez des pics en fait de peur et d'anxiété. Et en général, c'est des super moments pour rentrer. Voilà. Voilà un petit peu ce que je voulais vous présenter aujourd'hui sur la partie analyse technique. Je ne sais pas si vous voulez montrer autre chose, Bic. Ouais, justement, je vais compléter avec quelques graphiques. Damon qui dit, mais là, on n'est pas investissement. Mais ce n'était pas l'idée, en fait. C'est juste de dire que ça permet de maintenir ton pouvoir d'achat sur le long terme. C'est surtout ça, hein. Et les graphiques que je voulais montrer, justement, c'était vis-à-vis le BTC vis-à-vis du SP500 tout à l'heure pour répondre à la personne. Donc ici, on a, c'est la partie BTC. En vert, c'est le SP500, les performances. Et en rouge, on a justement le SP500 vs le BTC. Donc, tu vois, ça répond complètement à ta question. On est en logarithmique hein, là sur l'écran. Et donc, ça te permet d'avoir cette vision. Et même sur les 4 dernières années, tu peux te dire c'est mitigé, mais regarde, hein, le point, il est quand même plus bas. En 2025, il est quand même plus bas qu'en 2021. Il n'y a pas une grosse marge, mais il y a. Et si tu prends sur une échelle de temps qui est légèrement plus longue, c'est encore plus marqué. Et idem pour le BTC. Hein. Idem pour l'or, pardon. En jaune, on a l'or. En bleu, on a le SP500. Et en blanc, on a le BTC. Donc oui, il peut y avoir des toutes petites périodes où effectivement, on a un actif qui va légèrement surperformer le BTC. Mais si on prend une échelle légèrement plus longue, sur une question d'échelle en fait, hein, prenez des échelles de temps qui soient assez significatives et en fait, vous allez voir des tendances qui vont se dégager. Mais après, il a raison aussi, Desmond, c'est ce que je disais aussi sur certains lives, c'est que l'or, beaucoup le voient comme un investissement capitalisant pour démultiplier son capital avec le temps et pour faire de l'argent. Globalement, l'or, c'est un actif défensif, c'est pas un actif productif. Et donc, vous l'utilisez pas dans une approche capitalisante. C'est plutôt un actif pour vous protéger, comme tu dis, contre l'euro, le dollar, etc., la dévaluation des devises. Et même ça, je veux dire, il faut vraiment le prendre sur le très, 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 très long terme. Si tu prends le cas d'exemple que j'ai montré, le mec qui a acheté au top dans les années 80, qui n'a pas renforcé en DCA sur l'or et qui a attendu 2007 pour récupérer la TH, bon, il est dans le trou, mais dans le trou sévère. C'est-à-dire que tu prends, il a pas profité des rendements composés sur des actifs comme les actions qui ont très, très bien performé sur des périodes comme ça. La crypto, j'en parle pas parce que ça n'existait pas sur ces périodes-là. Mais en plus de ça, tu t'es fait rogner ton capital par l'inflation. Donc, ça dépend de la manière dont tu vas voir les choses. D'en avoir en portefeuille, oui, c'est une évidence, c'est super important. Mais de se dire, comme des fois certaines personnes qui sont comme Peter Schiff, des fois les mecs qui sont 95-98% full or, pour moi c'est un portefeuille qui est éclaté au sol. C'est de la merde, tu vas sous-performer pendant des années. Ah non, mais c'est surtout la mentalité Ouais. aussi qui va jouer. Et tu vois, Gros qui dit en France, les gens investissent entre guillemets sur le livret A. À côté, l'or, c'est du casino. Et oui, c'est la réalité. Après, Damon, tu dis c'est surtout que vous êtes jeune. Non, on prend juste des graphiques. C'est pas une question d'être jeune ou plus ancien. Après, ça dépend de la répartition et de la volatilité que tu veux dans ton portefeuille. En fait, c'est juste ça. Il n'y a pas d'âge sur ça. Je t'invite vraiment à regarder des graphiques sur le long terme, en fait.